Jamais j'aurais cru que notre trailer y finirait boulevard des Allongés. Est-ce que vous pensez qu'il a eu peur quand il est mort? Au fait, et toi, Jack? T'as eu peur là-bas? Ouais. Oui, très peur. Faisons ce que nous sommes venus faire. Nous sommes réunis pour dire quelques mots à la mémoire de notre ami Jim King. Nous l'avions surnommé Râleur. Je voudrais seulement dire qu'il était un grand surfeur et un type formidable. Il avait un fameux retour de vague et faisait des miracles sur le nez de sa planche. Il avait une drôle de technique avec les filles, mais il finissait toujours par avoir celle qu'il voulait. Mais ça ne compte pas. Ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que c'était un gars bien, voilà tout. Il vous prenait jamais vos vagues. Il vous laissait même les meilleures. Il était toujours du côté de ses amis dans une bagarre. Il valait rien avec ses poids, mais il était toujours là. Je ne me souviens pas d'un seul jour de grande barre où Râleur n'est pas allé aux vagues avec ses amis. Et Râleur était notre ami. Il faisait partie de nous. Et il va nous manquer. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu, bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Je m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Trollston. Oh, ton cul. C'est mon génie. Tout ça à cause de votre radio. Oui, nous avons une radio et vous le savez. Et maintenant les Japonais savent que vous êtes là. C'est possible, oui. Si nous les entendons, il se peut qu'ils nous entendent aussi. Si nous émettons trop longtemps, ils peuvent nous localiser. Et je suppose que nous avons émis trop longtemps. Écoutez, je suis désolé. C'est très simple. Je vais vous tuer et bousiller votre radio. Alors ils enverront une autre équipe avec une autre radio. Écoutez, vous ne pouvez pas aller contre l'histoire. Je vous répète que je suis désolé. Ah, l'histoire. Mais le monde entier est dans la merde. Et tôt ou tard, vous aussi, vous serez dans la merde et vous appelez ça l'histoire. Nous ne partirons pas. Vous avez des plumes sur la tête. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, toujours l'émission anarchiste zen de Canal B puisque c'est la deuxième partie de notre émission consacrée à John Milius, toujours avec le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Chrome les kids. Vous pouvez réentendre évidemment la première partie sur le site de Canal B en cherchant Le Cinéma est mort, où nous parlions de son histoire, de Big Wednesday, de ses scénarios, de ses collaborations avec les autres gens, et nous allons essayer de parler un peu plus dans cette émission de sa mise en scène, de ses vrais films, même si on a déjà parlé de Big Wednesday qui est sans doute son meilleur film. Mais aujourd'hui on parlera beaucoup de Conan par exemple, qui est un film très très important dans l'histoire du cinéma, dans mon histoire du cinéma. Je vais en parler beaucoup, ça c'est une évidence. On va d'ailleurs tout de suite démarrer, puisque on a déjà pas mal blablaté dans la première partie. On va démarrer par un petit extrait de L'Aube Rouge, dont on va pas s'attarder sur ce film, je pense de 84,
qui est malgré tout assez important puisque c'est une rupture dans sa carrière. Après l'Aube Rouge, il a eu beaucoup de mal. Vachement bien. Je pense que c'est un peu limite comme film. Et puis on va revenir justement sur sa mise en scène et pourquoi justement l'Aube Rouge c'est un peu limite. C'est parce que Mel Gibson. John Milius. C'est bien, au moins ça c'est fait. Voilà, mais c'est bien, chaque émission devrait démarrer par ça. Non mais il y a un vrai lien, hein, c'est pas pour rien qu'il y a un... Mais bref, John Milius a un souci, je pense qu'il voilà, c'est pas un grand metteur en scène. Même si, et je vais me contredire tout de suite en disant que Conan le Barbare a des images d'une force exceptionnelle. On va écouter tout de suite un extrait de l'Aube Rouge, son film de 1984, et on se retrouve juste après pour parler non pas de l'Aube Rouge, mais justement de Conan le Barbare. Touché! En plein dans le mille. On va manger du cerf. C'est le premier que tu abats. Ouais? Pourquoi? Tu dois boire le sang de ta victime. C'est la tradition. Quel goût ça a? Bah, c'est pas si mauvais. C'est salé comme un steak, ou comme quand t'as le nez qui pisse le sang. Et en buvant son sang, c'est l'esprit du cerf que tu avales. En buvant, tu deviendras un vrai chasseur. Cul sec. Allez, vas-y. C'est bien, c'est bien. Voilà. Eh ben, tu vois, tu as mélangé vos sangs et mon père dit qu'une fois qu'on a fait ça, on n'est plus jamais tout à fait le même. Plus jamais. C'est pas si mauvais. C'était donc un extrait de l'Aube Rouge de John Milius, un film de 84. Mais avant ça, donc on parlait dans l'émission précédente du fait que Milius avait en 77 fait Big Wednesday. Entre temps, on a assez peu parlé évidemment de Apocalypse Now, qui est son scénario le plus important, et même lui considère en effet que c'est l'œuvre la plus importante qu'il ait pu écrire. Il a passé énormément de temps dessus. Il a commencé l'écriture de scénario à la fin des années 60. Au départ, on l'a pas dit non plus, c'est pas Coppola qui devait faire Apocalypse Now, c'est George Lucas. Et l'idée de départ était de partir directement même au Vietnam, parce que la guerre n'était pas terminée quand Milius a écrit le scénario, et de partir au Vietnam et de faire le film là-bas pendant la guerre. Ce qui un peu sur le modèle de la bataille d'Alger. Voilà, ce qui ne s'est pas. Alors voilà, ouais, mais il y a eu deux projets différents. Il y avait l'idée de partir là-bas et de faire le film sur place. Et puis Lucas, lui, avait une autre idée, c'était de rester aux États-Unis parce que George Lucas n'avait aucune envie de partir au Vietnam de toute façon. Il serait jamais parti là-bas. Et c'est lui qui devait réaliser le film à la base. Mais par contre, il devait faire le film dans un mode de cinéma vérité, ce qui était vachement la mode à l'époque. Et donc le film devait être en 16 mm, en noir et blanc, avec très peu de moyens, et aux États-Unis surtout, quoi. Donc de faire Apocalypse Now là-bas. Et du coup, Coppola, lui, après avoir fait les deux parrains, après avoir fait plein de choses, Lucas était parti dans d'autres projets, notamment Star Wars. Coppola a récupéré le projet après avoir fait le parrain 2 et a décidé de prendre vraiment le projet de Coppola, mais à l'inverse, et de faire justement le plus gros spectacle possible. C'est-à-dire le projet de Lucas, oui, c'est ça. Voilà. En fait, à savoir que oui, Coppola, à l'époque, c'était vraiment le moment pour se ressaisir financièrement. Il avait créé son studio, American Zoetrope. Il était couvert de dettes. Il se disait, faut que je fasse un hit. Donc je vais faire un film de guerre, voilà, et on va faire un grand spectacle pour un peu récupérer du pognon. Il s'était dit qu'après avoir fait le parrain 1, le parrain 2, mais là, de toute façon, il pouvait pas faire des trucs plus importants, donc de toute façon, de prendre, il y avait un scénario qui était déjà prêt. Voilà, le scénario, parce qu'il a quand même engagé Milius, c'est lui qui a dit à Milius, vas-y, écris, et puis écris tout ce qui te passe par la tête, fais-toi vraiment plaisir. Donc du coup, Milius, il s'est fait plaisir avec le scénario en se disant, mais on fera jamais ces trucs-là, quoi. L'attaque des hélicoptères avec Wagner, tout ça a été écrit. La musique des Doors, c'était déjà dans le scénario de Milius. Il s'est dit, mais non, il fera jamais ce truc-là. Et Coppola, du coup, s'est lancé dans une entreprise qui a duré 3 ans pour faire Apocalypse Now. Alors, je conseille à tout le monde de toute façon d'aller voir aussi le making of Heart of Darkness, qui est disponible aussi sur le Blu-ray d'Apocalypse Now pour voir un peu l'entreprise du projet. Le fait est que, voilà, ça c'est un truc qui a vraiment pris qui a occupé pas loin de 10 ans de la vie de Milius entre le début de l'écriture du scénario, justement, en 68, jusqu'à la post-production, 69. parce qu'il y a cette anecdote fantastique où Martin Sheen enregistre la voix off. Coppola est pas du tout content, Martin Sheen non plus. John Milius est dans les studios, il se dit, attends, moi j'ai une technique. Et puis il prend son flingue, il le met dans la main de Martin Sheen, il y a une balle dedans.
tu lis ton texte de voix off avec la main Sachant que sur Martin un flingue Sheen- Martin et tu Sheen ne verras. supporte pas ça, quoi. Voilà. Alors que Martin Sheen était un progressiste, libéral et tout ça. Donc évidemment pas le genre de type à porter un flingue plutôt gauchiste. Je pense qu'il l'a Et, dit un peu plus brutalement que toi. voilà. Et il a Mais- foutu le flingue dans la main de Martin Sheen. Lis ton texte maintenant, quoi. Et C'est le ça. flingue est chargé, là, lis ton texte. Et donc du coup, il faut regarder Apocalypse Now en se disant voilà Martin Sheen, La jeune voix petite off. pousse libérale qui a un flingue chargé et puis voilà, il dit sa voix off. Le fait est que donc voilà, Apocalypse Now, c'est un projet qui a vraiment été très important dans la carrière de John Milius. Il faut vraiment garder ça en tête. Et il faut garder en tête que le personnage de Kurt, qui est interprété par Brando dans le film de Coppola, Milius a souvent dit que lui, c'était lui Kurt. Enfin, il s'espérait, en tout cas, en tant que Kurt. En sachant que de toute façon, Milius, c'est une de ses caractéristiques, il n'a fait que de mettre en scène ou d'écrire des personnages auxquels il aimerait ressembler. C'est ça. Que ça soit Conan ou les personnages de Wind on the Lion et tout ça, voilà, il n'a pas pu vivre sa guerre, il n'a pas pu accéder à l'héroïsme, à la grande figure, à l'histoire avec un grand H des gens qui font l'histoire, des grands guerriers. Donc il n'a fait que de mettre en scène des personnages ou d'écrire des personnages comme ça et à s'identifier à eux. Et constamment dans ses films et voilà, notamment donc dans Conan. Non, je pense pas au personnage de Conan, je pense au personnage de Tulsa Doom, qui est clairement Kurt. Après, on retrouvera dans l'Adieu au roi Nick Nolte, qui joue lui aussi un personnage, même si le film est adapté d'un bouquin de Pierre Schoendoerfer, c'est un personnage qui clairement lui aussi est Kurt. Il a toujours eu cette fascination. Non seulement, comme tu l'as dit, il veut être Kurt, il a lui-même créé sa légende. De toute façon, Milius, avec ses flingues, avec ses histoires, tout le bordel, de braquer des flingues sur des producteurs, de tout ça. Il y a une vraie légende autour de Milius. Le fait est que voilà, il a visiblement eu une déception sur Apocalypse Now. Pas sur tout le film, puisque lui-même dit qu'il aurait été incapable de réaliser Apocalypse Now tel que Coppola l'a fait. Et heureusement que George Lucas l'a pas fait d'ailleurs, parce que ça aurait été, je pense qu'il se serait flingué, Milius. Si Lucas avait fait son film en 16 mm en noir et blanc, en genre cinéma vérité, je pense que Milius se serait flingué. Mais sachant qu'ils sont toujours copains, mais c'est toujours drôle, c'est toujours génial avec Milius, c'est que c'est le mec qui a la langue la plus libre sur tous ses copains. Enfin, sur George Lucas, par exemple, il y a des tas de trucs qui sortent, qui sont géniaux sur Star Wars, en disant bah voilà, après Star Wars, c'était foutu, on était fini, c'était que de la merde, mythologiquement c'est de la merde. George Lucas, il a été super puissant, il en a utilisé sa puissance pour faire Howard the Duck. Moi, j'aurais eu cette puissance-là, j'aurais fait, je sais pas, l'enfance du jeune Hitler. Ça aurait eu de la gueule. Enfin, voilà. Le fait est que voilà, il a été déçu visiblement dans Apocalypse Now par la présentation de Kurt. Kurt, pour qui Milius a une vraie fascination, ça c'est une évidence, et qui doit représenter la puissance absolue. Ce qu'il va faire clairement dans Conan le Barbare, donc qui fait en 82. Donc après vraiment la chute du nouvel Hollywood, hein. Du coup là on entre dans l'ère du cinéma des années 80 qui retrouve l'esprit du cinéma des années 50. On est vraiment dans une autre histoire du cinéma quand Milius fait Conan le Barbare. Mais malgré tout, on retrouve dans Conan le Barbare vraiment tout ce qui anime, tout ce qui fait vivre Milius, la puissance justement de l'homme, mais de l'homme dans que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, mais la puissance, les couilles, comme tu le disais dans la première émission, c'est cette volonté de faire la guerre, d'avoir peu importe la cause pourvu qu'on fasse la guerre, c'est vraiment ça. Et donc on retrouve dans Conan, quand on revoit le film, je vais parler un peu quand même très rapidement de mon expérience avec Conan après, mais le personnage de Tulsa Doom et le final de Conan le Barbare, c'est clairement une relecture de son final prévu pour Apocalypse Now, en sachant que Coppola n'a pas tourné ce qu'avait écrit au départ Milius, mais ils ont tous les deux cherché une fin possible normalement à la fin. Dans la première écriture d'Apocalypse Now, il s'appelle pas Marlowe dans Apocalypse Now, je sais plus comment il s'appelle, le personnage de Martin Sheen dans le film. Willard, c'est ça, c'est Willard. Willard et Kurt devaient partir ensemble affronter en fait les Vietnamiens. C'était ça qui devait se passer. Après, Milius a écrit une autre fin où Willard allait voir la femme de Kurt. Enfin, il y a eu plein de fins différentes. Finalement, ça a été improvisé avec Brando sur le tournage. Bref, le fait est que sur Conan le Barbare, il recrée vraiment le personnage de Kurt avec James Earl Jones, donc la voix de Dark Vador, avec ses yeux bleus dans le film, dans Conan,
qui hypnotise tout le monde, et puis Conan qui va lui trancher la tête et qui lui aussi prend la place. Il s'agit d'affronter sa peur la plus importante, d'être à la fois fasciné par un objet, là dans le cas de Conan comme dans le cas d'Apocalypse Now, ce personnage de Kurtz ou de Tulsa Doom, d'être fasciné par un objet et d'en avoir peur, d'en avoir vraiment peur. C'est un personnage, c'est un objet qui a détruit tellement de choses, t'en as peur, mais d'affronter cette peur et de prendre sa place. C'est le grand thème du Cœur des Ténèbres de Conrad, et c'est ce qui clairement fascine Milius, qui va reprendre ensuite d'ailleurs dans l'Adieu au roi avec Nick Nolte. C'est exactement ça, sauf que dans l'Adieu au roi, on est du point de vue vraiment de Kurtz. Voilà, c'est ça. Et il est présenté de façon un peu trop grotesque dans l'Adieu au roi, justement, et je pense qu'il s'est un peu planté là-dessus dans sa propre mythologie Milius à ce moment-là. Alors Conan le barbare, faut un peu quand même remettre les choses au point. Juste moi pour balancer, hop là, je raconte ma vie. Conan le barbare, je pense que c'est mon premier souvenir au cinéma. J'ai dû voir d'autres films avant, sauf que je m'en rappelle pas parce que j'étais trop petit. Et mon premier c'était nul jusqu'à ce que tu vois Conan le barbare. Peut-être que c'était nul, mais je suis convaincu d'avoir vu E.T. ou des dessins animés avant d'avoir vu Conan le barbare. J'ai dû voir Conan le barbare quand j'avais 5 ou 6 ans parce que tout simplement à cette époque-là, ça passait à la télévision, ça passait sur la 5 un mardi soir à 20h. Et donc du coup, j'ai vu Conan le barbare, et moi Conan le barbare, alors je l'ai vu quand j'étais tout petit et je l'ai pas vu après pendant au moins 10 ans. Parce que ça repassait pas tant que ça de fois à la télé où j'étais pas devant, et donc je l'ai pas vu pendant au moins 10 ans. Par contre, je l'ai rêvé pendant au moins 10 ans, et des images qui m'ont marqué pendant très longtemps, jusqu'au, je pense, au lycée ou la fac, jusqu'au moment où je l'ai revu une deuxième fois, donc pendant très longtemps. Et j'avais ces souvenirs d'un papa qui parle sur une montagne avec son fils, d'un gros serpent, d'une sorcière qui se fait violer, et puis d'un homme qui se fait trancher la tête. J'avais des souvenirs assez marquants comme ça de Conan, mais pas de violence pure. Quand je l'ai revu plus tard, déjà j'étais assez déçu parce que j'ai trouvé que c'était assez lent par rapport peut-être sûrement à ce qui se faisait à l'époque où je l'ai revu, à savoir la fin des années 90. Voilà, où là du coup le cinéma s'était accéléré énormément, les effets aussi s'étaient accélérés. Donc quand tu revois ça à une certaine époque, tu dis bon bah c'est un peu lourdingue quand même. Et du coup j'avais été très déçu, vraiment. La première fois que je l'ai revu après, avec ce souvenir, ce film que j'avais fantasmé, je pense que ça arrivait à beaucoup de cinéphiles, d'avoir un film que tu vois et puis que t'as du mal à retrouver plus tard. En fait, t'as des souvenirs d'un premier film, tu sais pas même pas forcément comment il s'appelle. Moi j'avais de la chance, je savais ce que c'était Conan le barbare. Mais c'est un film que tu fantasmes énormément, et puis ça prend des dimensions folles. Mais moi c'était pas une dimension violente en tout cas. Et bref, je me suis fait chier la première fois, et une deuxième fois je l'ai revu encore, et ça avait une sensation de jeu vidéo, de plateau, des jeux de plateau, des jeux de plateforme. Et pareil, je trouvais ça lourdingue du coup, quoi, une construction vraiment tellement basique en fait, que t'as tellement revu que pareil, ça t'ennuie énormément. Et puis plus tard, vraiment le voir comme une espèce de remake d'Apocalypse Now en fait. Mais du coup, à la place de Martin Sheen, t'as Schwarzenegger, qui est une brute épaisse, et un film et vraiment qui porte très très bien son nom. Conan Barbare, c'est vraiment barbare du coup quoi. Enfin, avec une séquence merveilleuse, t'as des loups qui attaquent Schwarzenegger, et là ellipse, et tu le retrouves juste après, et il est habillé de la peau des loups. Enfin, c'est des ellipses comme ça. Quand t'es enfant, t'as pas conscience de ça, quoi. Moi, j'ai toujours dit que voilà, il y avait 2 ellipses fondamentales dans l'histoire du cinéma. Il y a évidemment celle de 2001, l'os qui devient un satellite, et il y a les mollets du jeune enfant qui deviennent les mollets de Schwarzenegger. Mais ça m'avait dit, waouh. Ça m'avait marqué. Ça, c'était une évidence. C'est un truc qui m'a marqué. La roue de la torture dans Conan, c'est un truc qui, enfant, m'a profondément marqué. Bref, je vais arrêter de parler de ma vie, parce que sinon je vais dire des choses que je vais regretter. Mais le fait est que, voilà, Conan, ça a été un film extrêmement important. Mais par contre, en le revoyant les premières fois, quand je découvrais aussi Bergman et d'autres choses, c'est un film qui m'a fait chier, qui m'a extrêmement déçu. Et je trouvais que la mise en scène était vraiment mauvaise, que c'était lourdingue, et que la musique était beaucoup trop importante, et beaucoup trop folle, et beaucoup trop grandiose et géniale, et que la mise en scène n'était jamais à la hauteur de cette musique. En le revoyant dernièrement pour préparer cette émission, je me suis rendu compte que oui, cette musique est extraordinaire, et que souvent, la mise en scène de Milius, en effet, n'est pas à la hauteur de cette musique. Malgré tout, il a réussi à créer des images qui sont tellement iconiques, qui sont super fortes, et il y a de vraies idées de mise en scène, même si je reste convaincu qu'en effet, Milius, en fait, c'est son vrai talent, c'est l'écriture, et que c'est l'écriture de scénario.
et que toute sa mise en scène en fait est déjà présente dans ses scénarios et qu'il se contente d'illustrer en fait ce qu'il a déjà écrit, qu'il n'est pas capable d'inventivité sur un tournage. Quand on voit les trucs qu'il a produits, je pense au premier film de Zemeckis, par exemple, à Used Cars de 80 de Zemeckis qu'il a coproduit avec Spielberg, tu vois qu'il y a un vrai metteur en scène. Zemeckis dans son premier film, tu sens très bien une vraie inventivité dans la mise en scène, des choses comme ça. Milius, tu sens il illustre, mais par contre il écrit tellement bien ses scénarios que en effet, il a raison. D'un côté, il a raison vraiment de faire confiance à son histoire. C'est un grand raconteur d'histoire. Il a raison de faire confiance à son truc. Par contre, c'est vrai qu'il y a une espèce de lourdeur de choses qui est tellement. Mais en fait, c'est une raison. Enfin, moi, j'analyse ça comme ça, c'est que Milius, c'est quelqu'un qui ne filme pas au présent. C'est quelqu'un qui filme au passé. C'est d'où la récurrence toujours de voix off dans ses films. Tous ses films sont filmés au passé. Et il y a toujours une voix off introductive. C'est un truc qu'il trouve de John Ford, je pense. Hein. Non, mais je pense même pas. Je pense que John Ford, il peut y avoir ça, mais John Ford, on va avoir par exemple des scènes de bal, tout ça, ou des scènes où on a vraiment et que tu as chez Milius. Oui, mais il peut y avoir ça. Mais de la façon dont ils sont filmés, la façon même dont ces personnages s'envisagent eux-mêmes, tous ces personnages s'envisagent même au regard de leur propre légende. Mais même eux-mêmes, ils s'écrivent leur propre légende. Quand on voit le Lion et le Vent, le personnage du Raisuli ou de Theodore Roosevelt écrivent leur propre légende en direct. Le film lui-même, la façon de raconter, a très bien conscience qu'il est en train de raconter une légende. C'est filmé au passé. C'est filmé au passé et dans même le présent de cette légende qui est racontée. Voilà, les personnages de ce présent-là ont conscience qu'ils sont eux-mêmes en train de créer leur propre histoire. Même le Graffiti Party dont on parlait, Big Wednesday, c'est ça, c'est filmé au passé. Les personnages sont peut-être moins dans cette volonté de créer leur propre légende, mais tous ces films sont comme ça. Et en fait, ce qui fait, c'est là où il y a une force. Parce que évidemment, il y a le lyrisme du mythe, il y a la force du mythe. Je pense que là, Conan le Barbare, c'est exemplaire si on veut comprendre la structure, par exemple, de l'homme du mythe aux 1000 visages ou je sais pas quoi de Joseph Campbell. C'est exactement ça. Le héros a un traumatisme, le héros va mourir un moment, le héros va rencontrer son double, un mentor, machin, il meurt, il revient, il vint. C'est un best-of de Joseph Campbell. Là, pour le coup, c'est vraiment le scénario de Joseph Campbell, hein, le fameux théoricien des mythes qui a nourri l'écriture de Star Wars, de plein de grands films à grands spectacles, de Mad Max et compagnie. Voilà, il y a plein de choses comme ça. C'est une structure. Là, dans Conan le Barbare, c'est de façon extrêmement pure. C'est ça. Le problème, c'est qu'effectivement, on gagne en qualité littéraire parce que forcément, il y a beaucoup. On voit que intellectuellement, on est dans une approche complètement mythologique, mais ça perd vraiment en présent du filmage. C'est vrai que bon. Pour le coup, je pense que Conan le Barbare était vraiment un grand film. Moi, pareil que toi, c'est un film que j'ai toujours j'ai pas eu un rapport enfantin avec ce film-là. Je pense que je l'ai vu assez tard. C'est un film que j'ai presque découvert, dont j'ai découvert la musique presque avant le film réellement, où je suis tombé amoureux de la bande originale de Basil Poledouris, qui est vraiment pour moi la meilleure bande originale jamais écrite. Un jour, je diffuserai la vidéo d'Antonin, 18 ans. Qui jouit sur la musique de Conan le Barbare avec notre ami Jules Topoc. Ouais, j'aimerais bien la récupérer cette vidéo-là. Antonin qui avait des cheveux. On va la passer dans pas longtemps, mais voilà, les premières, enfin cette bande originale. Je préviens tout de suite les auditeurs qu'on va passer les 10 premières minutes de la BO de Conan dans cette émission dans pas longtemps. Vous pouvez faire la vaisselle pendant ce temps-là, vous pouvez faire plein de trucs, voilà, mais c'est extraordinaire. Et c'est vrai que moi comme toi, j'ai toujours eu l'impression que les images n'étaient pas vraiment à la hauteur. Là, en le revoyant pour préparer cette émission, c'est vrai que là tu dis quand même il y a des images complètement folles. Oui. C'est vrai qu'il y a une iconicité totale, il y a des scènes, mais que je retrouvais aussi dans Le Lion et le Vent. Voilà, il y a des scènes de charge et tout ça. On sent que on est vraiment dans quelque chose de très iconique, très mythologique comme ça, où c'est vraiment fort. Mais par contre, c'est vrai que comme tu disais, évidemment, on recite Mel Gibson. Il y a Mel Gibson, t'as l'impression que ça filme au présent. Lui, c'est sa volonté. Voilà, c'est de l'immersion totale. Mais Milius, c'est pas l'immersion, son principe. Milius, c'est le récit. Le récit et l'acte de raconter est fondamental. Le sien et aussi ceux des personnages. Le fait de se raconter nous-mêmes, de dire ce qu'on est. Il y a quelque chose qui est comme ça qui fait que voilà, on est toujours dans un côté littéraire qui est parfois malheureusement anti-cinématographique. Après, Conan le Barbare est un film qui est absolument exceptionnel quand même, ne serait-ce que pour voilà,
C'est aussi un film particulier dans la carrière de Milius, c'est un film de commande, hein, quasiment. Hein, voilà, c'est Dino De Laurentiis, il me semble, ou un autre producteur. C'est Laurentiis en tout cas qui a produit le film. Ouais, c'est Laurentiis qui a produit le film, mais c'est un autre producteur qui avait acquis les droits de Robert Howard. Voilà, Milius, il intéresse Milius au projet en ayant déjà Schwarzenegger en tête. Voilà, il se met là-dedans et tu te dis bah oui, rétrospectivement, évidemment, c'est un film pour Milius. Ça parle de ça. Milius, lui, il n'a fait que d'appliquer un code d'honneur médiéval, même aux contemporains quand il parle de surfeur. Là, il arrive à un truc païen de barbare. Évidemment, c'était pour lui. C'est un film définitif sur ce que c'est. Évidemment, donc du coup, ça a été pas mal. Le film fait vraiment rentrer le cinéma américain dans les années 80. C'est le début de Schwarzenegger. Schwarzenegger, génial dans les bonus. Ça faisait déjà 5 ans qu'il tournait, mais c'est vrai que c'est le film qui a instauré. Parce qu'avant ça, il a quand même tourné avec Jeff Bridges pour Bob Rafelson, il a tourné avec Kirk Douglas, mais personne ne se rappelle de ses premiers films. C'est vraiment Conan qui le lance. Oui. Là, c'est Mister Univers, tout le monde le connaît plus ou moins parce que c'est Monsieur Muscle. Là, ça commence sa carrière. Lui, il est très content. Ça va vraiment bouleverser le cinéma. C'est-à-dire qu'après le cinéma américain 70, j'ai l'impression qu'il y a une rupture entre La Porte du Paradis et entre La Porte du Paradis et Conan, il y a un peu rien. Et Conan, ça relance un peu un nouveau cinéma américain. Parce que c'est en ça où là, je suis pas forcément d'accord sur la comparaison avec Apocalypse Now. Évidemment, tout le Sadoum, on peut trouver des échos avec le Kurtz. Mais par contre, le Conan le Barbare, c'est le récit d'une ascension. Alors que au contraire, Apocalypse Now, c'est le récit d'une régression. C'est le personnage de Martin Sheen qui va se dépouiller de tout ce qui pourrait faire la civilisation. Alors que le personnage de Conan le Barbare, c'est au contraire un personnage qui va se cultiver, va devenir vraiment une sorte de surhomme, que ça soit au niveau corporel et au niveau du savoir. Oui, mais c'est toujours en rapport avec du coup l'objet qu'il a en tête, à savoir justement ce Kurtz en fait. Ouais. Non, bien sûr, mais c'est quel rapport en fait, la différence c'est quel rapport tu as justement avec Moby Dick et avec Kurtz. Oui, bien sûr, mais en tout cas là où Apocalypse Now est vraiment, ou même Moby Dick, voilà, peuvent avoir des trucs sur correspondant un petit peu à tout ce courant contre-culturel des années 70, dans le sens où on est toujours dans une sorte de déconstruction de l'héroïste, un personnage qui va se dépouiller pour arriver le plus nu possible. Je pense vraiment à Willard pour le coup, parce que Kurtz n'arrive qu'à la fin, il est un fantasme pendant tout le film, pas pendant les 30 dernières minutes. Comme dans le bouquin, là, comme Conan Moby le Dick, Barbare, c'est vraiment le récit d'une érection. Là, pour le coup, on est vraiment dans le cinéma. Tu peux faire des gros yeux. Non, je fais pas des gros yeux. C'est pas des gros yeux. Mais c'était prévu pour te faire des gros yeux. En tout cas, voilà. Pas des gros yeux. Conan le Barbare, on a vraiment le récit d'une ascension qui fait que on est dans ce cinéma des années 80, riganien, conquérant, où d'un coup on change de génération, on change de président, on est au contraire dans le récit d'une reconquête. Conan le Barbare est un film conquérant. Apocalypse Now n'est pas du tout un film conquérant, c'est un film de l'abandon total. Là, on est toujours chez John Milius. Le problème, c'est que c'est conquérant toujours à la Milius. C'est-à-dire que Milius, c'est quelqu'un qui, évidemment, on pourra toujours, c'est quelqu'un qui presque aussi également irréductible aux années 80. Parce que c'est quelqu'un qui est un farouche individualiste, mais qui est surtout quelqu'un qui est anti-civilisation. Je pense que ça aurait été intéressant peut-être de voir les deux autres Conan qu'il aurait voulu faire, parce que là, au bout d'un moment, ça finissait par King Conan. C'était une trilogie. Conan exerce le pouvoir. Mais en général, c'est toujours des gens qui s'extraient de la société, qui vivent leur propre leur individualité, enfin qui essayent de la conquérir et d'arriver à être en dehors de toute société vraiment. Alors je propose justement qu'on écoute ces 10 minutes, ces 9 minutes. Et ça va être bon. Avec des extraits évidemment de Conan dedans, mais de la musique de Basil Paul Douglas qui était à l'école avec cette école de Californie du Sud avec John Milius et qui l'a suivi pendant la plupart de sa carrière, mis à part Port Danger où c'est Barry Dvordson qui et aussi Win on the Lion, Jerry Goldsmith. Voilà. BO incroyable. Mais voilà, Conan le Barbare reste l'une des plus grandes bandes originales du monde, qui a continué d'influencer n'importe quel film de fantasy depuis du coup 40 ans, 35 est influencé évidemment par ce qu'a fait Paul Douglas dans ce film. Et on va écouter du coup ça. L'idée de cette double émission, c'était aussi pour passer de la musique de Conan le Barbare et de prendre le temps de la passer. On écoute tout ça et juste après on parlera un peu de la fin de carrière de John Milius. Et foutez les poteurs à fond. Le feu et le vent viennent du ciel, des dieux du ciel.
Mais Crom est notre dieu. Crom, et il vit dans la terre. Autrefois, des géants vivaient dans la terre, Conan. Et dans les ténèbres du chaos, ils dupèrent Crom. Ils purent ainsi lui voler l'énigme de l'acier. Crom se mit en colère, et la terre trembla. Le feu et le vent abattirent ces géants, et ils jetèrent leurs corps dans les mers. Mais dans leur rage, les dieux oublièrent le secret de l'acier et le laissèrent sur le champ de bataille. Et c'est nous qui l'avons trouvé. Nous ne sommes que des hommes. Pas des dieux. Pas des géants. De simples hommes. Et le secret de l'acier a toujours porté avec lui un mystère. Tu dois apprendre sa valeur, Conan. Tu dois apprendre ses lois. Car à personne en ce monde tu ne dois te fier. Ni aux hommes, ni aux femmes, ni aux bêtes. À ceci tu dois te fier. Quel dieu pries-tu? Je prie les 4 vents. Et toi? Crom. Mais je ne le fais pas souvent. Il n'écoute rien. À quoi sert-il alors? Ah, c'est ce que j'ai toujours dit. Il est fort. Si je meurs, je devrais aller devant lui. Il me demandera quel est le secret de l'acier. Si je ne sais pas, il me jettera hors du Valhalla et rira de moi. Tel est Crom. Fort sur sa montagne. Mon Dieu est plus grand. Crom se moque de tes 4 vents. Il rit du haut de sa montagne. Mon Dieu est plus fort. Il est le ciel éternel. Ton Dieu vit en dessous de lui. Nous avons encore gagné.
J'en suis heureux. Mais qu'y a-t-il de mieux dans la vie? L'immense steppe. Un rapide coursier. Des faucons à ton poing. Et le vent dans tes cheveux. Faux! Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Tiens, je pourrais peut-être faire la vaisselle. T'as qu'à la faire, toi! On n'est pas venu ici pour jouer les femmes de ménage. On existe autant que vous. Oh, on va te faire sauter, petite conne. Ta gueule! Ne dis plus jamais ça! Tu m'entends? Si jamais tu redis ça, je te tue. T'as compris? Salaud! Elle est folle ou quoi? La prochaine fois, tu fermes ta gueule. C'était donc 10 minutes, 9 minutes de la bande originale de Conan le Barbare, composée par Basil Paul Douris pour le film de John Milius, et puis à l'instant un extrait de L'Aube Rouge, un film de 84 de John Milius. Avant de laisser la parole à Antonin pour parler de L'Aube Rouge, un dernier mot quand même sur Conan et surtout sur les influences que ça a pu avoir. Je peux pas m'empêcher évidemment de parler de l'influence que ça a pu avoir sur Mel Gibson. Quand on voit Apocalypto, notamment le début d'Apocalypto, l'attaque du village dans Apocalypto, évidemment, c'est influencé par l'attaque du village dans Conan le Barbare. Enfin, tu peux pas passer à côté. Et quand on voit l'Adieu au roi, donc un film que Milius a fait en 89-90, qui se passe aussi dans la jungle, hein, et qui là, comme on disait tout à l'heure, vraiment se base plus sur un personnage
qui serait plutôt Kurtz, non pas un personnage qui verrait Kurtz, mais vraiment un film du point de vue de Kurtz. Pareil, il y a des plans de la jungle, du village, où on sent bien que Mel Gibson a vu ces films-là, a vu Milius, les films de Milius. Et je rajouterais aussi le Lion et le Vent, où c'est peut-être la première occurrence du sang sur la caméra. En fait, à un gros moment, un mec qui se fait décapiter, et puis ça gicle le faux sang. Et ça va sur la caméra. Je suis en train de refaire. C'est une chose qui m'avait marqué dans Braveheart. Je me dis, Mel Gibson, il a inventé ça. Il s'est dit, non, c'est pas grave, c'est cool. Il y a ça aussi dans Die Hard. Et je suis en train de refaire l'historique. Il y a ça dans Rambo 3. Je suis en train de refaire l'historique du sang sur la caméra. C'est avant. Mais oui, non, je suis en train de revoir l'historique du sang sur la caméra. Mais en effet. Et puis aussi pour quand même terminer là-dessus. John Milius en 2010 a fait une attaque cérébrale, comme on le disait dans la première émission, alors qu'il travaillait sur un gros scénario, celui sur Gengis Khan, un film qui durerait au moins 3 heures. Il était en train de faire des repérages déjà. Le fait est qu'aujourd'hui, il est complètement physiquement incapable de faire ce film, de réaliser ce film. Mais le scénario est prêt, il serait en tant que producteur. Et quand on a demandé à Milius, il y a 2 ou 3 ans, qui pourrait réaliser ce film, sans aucune surprise pour vous maintenant, vu que je parlais de Mel Gibson, sa seule réponse a été Mel Gibson, sans rentrer dans les détails. Mais voilà, alors, j'ai pas de détails sur est-ce qu'ils se sont déjà rencontrés, est-ce qu'ils se connaissent, tout ça, machin. Le fait est que qui, selon Milius, serait capable de mettre en scène son scénario sur Gengis Khan, pour lui, c'est Mel Gibson. Et je pense que non seulement c'est aujourd'hui quelque chose qui est toujours envisageable, puisque Mel Gibson est en activité, en activité cérébrale. Oui, tout à fait. Ce qui manque à Milius dans sa mise en scène, c'est évidemment justement ce que Mel Gibson propose, cette immersion, cette capacité de mise en scène que Milius n'a pas vraiment, et ce qu'on retrouve de plus en plus au fur et à mesure que sa carrière avance après Conan, et même si l'Aube Rouge propose encore des idées, mais je pense que les seuls moments où Milius est efficace, c'est quand il propose une iconicité en fait de ses personnages. Au-delà de ça, même si ces scénarios sont extrêmement efficaces et qui racontent bien les histoires, je pense pas que c'est pas un grand metteur en scène. Et quand on avance, quand on voit l'adieu au roi, ou encore plus quand on voit justement Flight of the Intruder avec Danny Glover par exemple, ou son dernier film pour la télévision Rough Riders sur Roosevelt, qui est l'une de ses autres figures très importantes, dont on a assez peu parlé, mais c'est vrai qu'il y a Gengis Khan, il y a Kurtz, mais il y a Roosevelt qui est quand même très important. Mais le fait est que c'était un bon président. Moi, j'ai une citation de Theodore Roosevelt. Je n'irais pas jusqu'à penser que les seuls bons Amérindiens sont les Indiens morts, mais je crois que c'est valable pour les 9 dixièmes. Et je ne souhaite pas me préoccuper du 10e. C'est quand même un mec cool. C'était un mec super cool. En tout cas, dans les films de Milius, c'est un mec qui est vraiment super cool. C'est le héros par excellence. Le fait est que Milius continue d'avoir une vraie influence, et c'est pour ça aussi je pense que c'est important de le remettre à sa place, c'est qu'il continue d'avoir une influence en fait, et pas que sur Mel Gibson. Je parle de Mel Gibson, mais c'est évidemment que c'est pas le seul. N'importe quelle série, bon, c'est pas grave, on va pas revenir sur l'importance qu'il peut avoir. On va plutôt parler de l'Aube Rouge parce qu'on a assez peu de temps, et de ce que Milius ose représenter, parce qu'il y a quand même une forme de provocation en fait. Oui. Quand il fait l'Aube Rouge en 84, on est encore en pleine guerre froide, et lui se permet au cinéma, dans un film qui est quand même populaire. On n'est plus en pleine guerre froide en fait. Bah si, c'est-à-dire qu'en 84, les gens vivent encore avec la peur de les Américains. Les Américains. Bah oui, c'est un film américain qui fait aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il passe son film dans un petit bled américain. Oui. En fait, je pense qu'il faut quand même dire le pitch, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas de ce que c'est. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Moi, je peux partir de ma propre expérience. Moi, j'ai mis très longtemps à voir ce film. Ça fait assez longtemps que j'ai identifié le nom de Milius. J'avais découvert Graffiti Party assez tôt. Moi, je m'étais dit l'Aube Rouge. Ouais, c'est vrai que John Milius. Bon voilà, Conan le Barbare, c'est marrant, machin, Graffiti Party, c'est vraiment génial, mais c'est quand même un mec qui est hyper droitier, et il a quand même fait le film qui ose représenter quand même l'invasion de l'URSS et de Cuba sur le territoire américain. Donc là, tu vois ce pitch-là, tu dis non, c'est pas possible, un film qui représente ça. Donc là, tu dis on est en plein fantasme total droitier et machin. J'ai mis très longtemps à le regarder. Je pense que j'ai vu pour la première fois ce film-là il y a 3 ans. Mais moi, oui, là je l'ai vu hyper tard ce film.
C'est un film qui a connu un très grand succès lors de sa sortie, qui s'est scandale, fait hein, évidemment laminer. C'est même pas que ça fait scandale, ça s'est fait. C'était un film de studio, budget raisonnable. Ça a été même pas un scandale, c'est un scandale de presse, de critique intelligente, on va dire, où tout le monde lui a sauté dessus. Bah tout le monde, il y a eu aucune critique positive de ce film-là, en disant mais voilà, mais c'est lamentable de faire ce truc-là. Là, on est en plein dans les années 80. C'est l'ennemi à combattre, c'est justement les mecs les plus droitiers. Là, on trouve une cible toute trouvée. Le mec qui ose filmer ça, qui filme ce pitch complètement ridicule de politique fiction. Et en fait, non, le film est plutôt bon. Moi, je le trouve plutôt bon dans le sens où, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un film de résistance. C'est l'armée des ombres de Melville appliquée aux États-Unis. Et en fait, c'est un des rares films. compare ça même à Voyage au bout de l'enfer. Quand Cimino disait que Voyage au bout de l'enfer, c'était une communauté face à une catastrophe qui était la guerre du Vietnam, et ça aurait pu être une autre catastrophe. Et Milius disait aussi avait un peu le même propos en disant bah voilà, c'était juste c'était pas le communiste, c'était un peu une excuse, mais c'était l'idée que les Américains étaient tranquilles chez eux et il fallait amener une catastrophe chez eux pour justement amener cette résistance, et qu'un petit groupe de jeunes, voilà, et en même temps il y a ce fantasme en effet pour une certaine jeunesse, comme Milius avait envie de le faire, de faire la guerre, de se planquer dans les montagnes, dans le maquis. Et c'était ce fantasme-là de le faire sur son propre territoire. Il a utilisé du coup les communistes et les Cubains pour le faire. Moi, je trouve que c'est un film extrêmement étrange, parce que je trouve que les personnages, dans ce film-là, il y a Charlie Sheen, il y a Patrick Swayze, il y a Jennifer Beals, enfin bon, voilà, c'est un couple de Dirty Dancing. Ouais, voilà, il y a plein de trucs, des acteurs improbable, enfin même pas improbable, mais juste nul, quoi. Et en fait, les personnages n'existent pas trop. C'est assez étrange, ce film. C'est encore un film qui est filmé comme une chanson de geste. Et une chanson de geste, des fois, en fait, les personnages n'existent pas. On est vraiment encore dans cette façon de filmer et de raconter une histoire de façon un peu lointaine, du point de vue de l'histoire. Même si là, c'est une histoire qui n'a vraiment, pour le coup, pas du tout eu lieu. Mais c'est un film qui pose pas mal de problématiques très bien du cinéma de Milius. C'est-à-dire que il y a une sorte de conscience de l'absurde là-dedans. Chez Milius, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas réduire à quelqu'un de droite ou réactionnaire, de membre de la NRA ou je sais pas quoi. Là, c'est un film, pour le coup, les bonhommes, évidemment, sont dans ce fantasme-là. Ça se passe évidemment très mal. On est dans le genre de problématique de résistance de maquis où on est obligé de flinguer ses propres camarades parce que sinon parce qu'ils ont un peu trahi, parce qu'ils ont été faibles. Il y a un truc un peu dégueulasse là-dedans. Il y a une sorte de truc genre ça n'a servi à rien si ce n'est à faire une petite stèle à la fin. Oui, c'est ça. Le fin du film est quand même assez morose. Oui, et puis il y a des notes d'humour. Ça, c'est le côté de Milius où évidemment Milius, quand il a affaire à un mec qui lui pose des questions, qui serait prêt un petit peu orienté à gauche, il dit moi, vous voyez Gengis Khan, je suis encore plus à droite que Gengis Khan. Et c'est un mec de droite qui lui pose des questions, il va dire moi, vous savez qui c'est mon idole, c'est Fidel Castro. Ça, c'est un guerrier, un vrai. C'est évidemment le mec qui a l'esprit de contradiction, le mec qui, comme dans ses films, a l'esprit guerrier, c'est-à-dire que s'il est en face d'un interlocuteur, il dira exactement l'inverse, ou il dira exactement le truc pour le faire chier. Dans ces films, c'est pareil. Dans ces films, évidemment, il y a ce pitch-là, des Américains, voilà. Enfin, je veux dire, le film, un des premiers plans, il me semble, à moins que ça ne soit que dans la bande-annonce, c'est quand même des mecs qui vont dans le McDonald's, et on sait très bien qu'ils seront privés du McDonald's quand ils doivent remplir leur van. J'ai vu ça dans la bande-annonce, mais en fait, dans le film, j'ai pas. Je suis pas sûr que ça soit dans le film. Mais en fait, ce qu'il y a dans le film, par contre, qui est absolument génial, c'est le moment où ils savent qu'ils doivent se barrer dans la montagne parce que là, les Russes et les Cubains sont arrivés. Qu'est-ce qu'ils foutent dans leur camionnette? Des bouteilles de coca, des ballons de rugby, des paquets de céréales. Ça, par contre, il y a un gros plan sur un ballon de football américain quand ils vont chercher des armes, des nourritures, des boîtes de conserve. Mais il y a quand même, ballon de football américain, quoi. Mais oui, et en fait aussi que des trucs pourris, quoi. Enfin, je veux dire, ils bouffent, c'est l'Amérique consumériste et tout ça que évidemment Milius. Mais après, voilà, justement, il évacue tout à fait ça, parce que en plus le film se passe sur quand même pas mal de mois, et l'idée c'est vraiment comment survivre dans la montagne. Et comment survivre, sans rien, justement. Les boîtes, t'as l'impression qu'elles ont disparu en 2 jours, et il faut survivre dans la montagne. Ils vont chasser. L'extrait qu'on a entendu justement tout à l'heure, c'est boire le sang d'animal, chasser, qu'on retrouve dans Apocalypto d'ailleurs. Mais t'as tout ce truc-là génial chez Milius, qui est toujours génial dans notre regard, c'est que cette scène-là où il se dit on va boire, c'est le côté jeu en fait, c'est extrêmement, tu vois bien que Milius,
qui est lui-même un bonhomme qui a probablement adoré se mettre en scène, adoré surtout qui a se fantasmé créer la une guerre, sorte de parce qu'il a personnage. jamais vécu, il a jamais vécu l'horreur. Oui, lui, oui, en mais fait. il a adoré se créer ce personnage de guerrier, alors même que c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment combattu. Mais dans ses films même, il a adoré toujours montrer des bonhommes qui jouaient à quelque chose, et il le montre de façon toujours un peu, pas ridicule, mais c'est toujours un peu over the top, quoi. Il y a toujours un côté un peu grotesque qui fait que ces films sont toujours hyper gourmands quelque chose, enfin toujours gourmands, et ils perdent un petit peu en viscéralité. En fait, ce qui gagne en gourmandise pour le spectateur en se disant ah mais quand même John Milius, mais jusqu'où tu vas aller? Mais ce qui fait que voilà, c'est toujours assez fascinant. Mais toujours tout ça pour dire que voilà, Le Bruges, qui est un film au pitch, tu dis mais non, je veux pas voir ça. C'est quand même un film qui tient la route, qui reste presque avec l'Armée des Ombres, le seul film valable sur la résistance française. En fait, c'est la résistance de Maquis. Oui. Le truc de ravitaillement. Surtout que, du coup, c'est ce groupe de résistants qui n'est qu'un groupe de jeunes se fait massacrer, hein. Il reste que 2 survivants à la fin du film. Et ce ne sont même pas les personnages principaux. Ouais. C'est 2 personnages qui sont complètement secondaires. On connaît même pas leur nom. Et les 2 personnages qui restent à la fin du film, c'est juste 2 bonhommes secondaires. Et le film se termine sur, comme tu disais, une petite stèle installée, un moment, mais anonyme. Avant de terminer cette émission, quand même un petit mot sur justement la fin de carrière de Milius. Donc après Le Bruges. À savoir que c'est quand même bonhomme, faut quand même signaler ça. C'est un bonhomme qui a été, bon, c'est ses propres termes, hein, mais il a été blacklisté. Ça c'est ce que dit lui, et tous les autres disent que non, il a pas. Oui. Été blacklisté. C'est juste que ces autres films, c'est-à-dire qu'entre L'Aube Rouge et Flight of the Intruder, il y a 6 ans. Et à Hollywood, dans les années 80, 6 ans, c'est plus qu'il n'en faut en fait pour oublier un metteur en scène. L'Aube Rouge n'a pas été non plus un énorme blockbuster. C'est un gros succès quand même. Oui, mais juste que 6 ans, c'est trop long. Et donc il a été complètement oublié. Et Flight of the Intruder, pour le coup, a été un gros échec. Donc très vite, en fait, le type fait pas de film pendant 6 ans. Son premier film, c'est après ça, c'est un échec. Il est oublié, c'est tout. Hein, c'est tout con. Donc on veut pas de lui. Il va se retrouver en plus de ça juste après, en fait, il a des gros problèmes financiers. Ce qu'il considérait être son meilleur ami, en fait, était un type qui lui a piqué son pognon. Et c'est amusant dans le documentaire sur Milius, justement, c'est qu'il y a quelques photos du bonhomme, il est flouté. Ils veulent pas dire son nom et il est flouté, le bonhomme, donc on sait pas qui c'est qui lui a piqué son pognon. En tout cas, il se retrouve ruiné. Dans les années 90, il est vraiment ruiné. Il continue du coup à faire Script Doctor, comme on le disait pour McTiernan par exemple, sur La poursuite d'Octobre Rouge. A priori, il le fera sur d'autres films et on le découvrira plus tard, comme c'est le cas pour Sautet en France. Milius a un peu le même rôle aux États-Unis. Par exemple, il a été Script Doctor sur Reds de Warren Beatty, qui est le film sur l'extrême gauche américaine. Mais en tout cas, voilà, il est engagé, voilà, c'est le bonhomme qu'on va voir quand on a un problème. Encore une fois, pendant 20 ans, ça a été le problème. Le bonhomme qu'on ira voir quand on avait un problème de scénario. Mais il a de gros problèmes. L'anecdote qui est amusante quand même, c'est quand la série Deadwood est lancée, donc la série créée par Walter Hill, justement, que lui-même a écrit par David Milch quand même. Voilà, mais Walter Hill était là-dedans et créé par Walter lui-même, qui avait travaillé avec Walter Hill plusieurs fois, notamment sur Extrême Préjudice, qui était l'hommage un peu à Peckinpah, puis sur Geronimo, qui a été massacré, un film normalement qui devait se passer vraiment du point de vue de Geronimo, et finalement Geronimo, alors que le titre du film est juste un personnage secondaire et le film est nul. Bref, le fait est que il a envie de travailler sur Deadwood parce qu'il a plus d'argent, qui veut payer des études d'avocat à son fils, mais qu'il a pas les moyens. Donc il va voir le producteur, le créateur de Deadwood pour dire voilà, je voudrais travailler en tant que scénariste. Et puis le type non, je peux pas. T'es le type qui a écrit Apocalypse Now, je vais pas te foutre dans le cercle des scénaristes d'une série, je pourrais pas bosser moi si t'es là, quoi. Donc je vais payer les frais de scolarité de ton gamin, quoi, ça coûtait une fortune, je vais le faire, quoi. Et plus tard, Milius va créer Rome, la série Rome, 2 saisons qui sont superbes, hein. Enfin la deuxième saison beaucoup moins, mais la première saison de Rome est vraiment superbe. D'ailleurs, dès qu'il aura touché le pognon de Rome, il remboursera le bonhomme qui lui a prêté de l'argent pour la scolarité de son fils. Et puis il va se relancer dans l'écriture de Gengis Khan. Il va avoir son accident cérébral qui va le clouer un peu au bec. Ça veut rien dire, c'est une expression qui n'existait pas, mais c'était chouette. Mais on peut l'inventer. Le clouer au bec, c'est bien. Il y a une expression, c'est Spielberg qui parle de cet accident dans le documentaire, qui est quand même qui parle beaucoup. C'est que Spielberg raconte que voilà, il a connu des gens
qui sont morts jeunes, qui sont morts trop jeunes, mais en fait il a jamais rencontré quelqu'un qui avait vécu une expérience aussi dramatique que celle de Milius après son accident cérébral, qui s'est retrouvé dans l'incapacité de parler en fait. Alors que Milius, son truc c'était de raconter des histoires, et là il s'est retrouvé vraiment avec l'incapacité de parler en fait. Et c'est un moment qui est bouleversant. Et ouais, dans le documentaire, Spielberg raconte ça, il a les larmes aux yeux. Voilà, mais c'est le pire truc qui soit arrivé à quelqu'un que je connaisse. C'est ça. Et c'est Milius qui ne peut plus parler, quoi. Et puis, il y a d'autres anecdotes entre Spielberg et Milius qui sont géniales. Voilà, mais non, mais il y en a plein. Ou Milius qui dit à Spielberg, ouais, putain, t'as pas plein de trucs nazis, là, depuis le tournage de Liste de Schindler. Mais putain, mais t'es juif, Milius. Tu vas pas collectionner des trucs nazis. Mais attends, mais il y a que les plus grands collectionneurs de trucs nazis sont des juifs. Ça montre qu'on a gagné. Ça montre qu'on a gagné. Et puis, Spielberg a récupéré 2 uniformes nazis. Il y en a une à la taille de Milius. Il a dit, mais par contre, tu l'auras que quand t'auras appris tes prières de je sais plus quoi. Et merde, je voulais raconter un autre truc sur ah oui, voilà, dans le documentaire qui suit l'accident cérébral de Milius, c'est quand même son fils qui va le voir à l'hôpital. Milius est quasiment dans le coma, il réagit pas, et son fils cherche un moyen de le faire revenir, de le faire réagir un peu. Il lui passe de la musique, il lui passe des trucs, et il va notamment lui passer du coup la musique de Conan le Barbare. Et c'est à partir du moment où il lui passe la musique de Conan le Barbare que Milius commence à réagir en fait, et qu'il reprend ses esprits. Et je trouve ça génial, voilà. Et il lui passe sur son téléphone la musique de Conan, et Milius commence à réagir. Ah oui, il se passe un truc. Et après ça, l'événement suivant, c'est Milius qui va, donc 6 mois après, il avait du mal encore à parler, et il va dans un stand de tir. Et il arrive même pas à mettre les balles dans le fusil, parce qu'il a pas la coordination, tout le bordel. Il essaye une fois de tirer, ça marche pas. Il essaye une deuxième fois de tirer, il rate la cible encore. Et une troisième fois, et là, paf, il touche la cible. Et là, il a son visage qui s'illumine, et il revit. Voilà. Il a réussi à tirer, il revit, et à partir de là, c'est bon. Il a écrit la deuxième version de Gengis Khan avec plus de viols et plus de massacres. Et c'est bon, le scénario est prêt, et ils attendent plus que Mel Gibson pour le réaliser, et c'est bon, quoi. Voilà, le documentaire date de 2013, donc c'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, on attend encore des nouvelles de John Milius. Il a une descendance, quand même, faut le préciser. Sa fille Amanda, qui est présente dans le documentaire d'ailleurs, a depuis réalisé un court-métrage. Alors, il s'agit d'un western post-apocalyptique lesbien, qui est tourné dans les grands espaces américains. J'ai pu voir que quelques extraits qui sont visuellement pas dégueulasses. Ça reste après un film lesbien, western post-apocalyptique, donc c'est un peu vraiment miliusien. C'est très miliusien. En tout cas, je tiens publiquement à remercier Amanda Milius de poster régulièrement des photos de son papa sur Facebook. Par exemple, pour le dernier anniversaire de John Milius, il y avait une photo d'elle avec son papa, John Milius, au stand de tir, et qui disait c'est bon, papa a flingué un truc, il va bien. Et grâce à elle, on est au courant de comment va John. Donc merci Amanda, qui du coup reprend vraiment la carrière de son papa, parce qu'elle elle a vraiment envie, et enfin son projet de court-métrage là était clairement milusien. Ouais, il y a pas de problème quand tu vois les extraits du film, c'est du pur John Milius avec la bonne lourdeur qu'il faut dans la mise en scène aussi, quoi. Donc tout va bien. Je sais pas s'il nous reste 1 minute parce qu'on n'a pas évoqué. 1 minute. Ouais. Je vais juste pour évoquer vite fait son dernier travail de mise en scène, c'est Rough Riders, qui est donc pour le coup vraiment un film sur Theodore Roosevelt, une de ses icônes, de ses figures privilégiées, qu'on retrouve et même dans l'Aube Rouge. Oui, dans l'Aube Rouge. Bah voilà, c'est une figure qui traverse un peu toute sa filmographie. C'était dans Le Lion et le Vent. Voilà. Enfin, c'est vraiment. Et en fait, là pour le coup, c'est vraiment un film de propagande totale. Moi, c'est un film que j'avais pas vu, que j'ai repoussé un petit peu la vision de ce truc-là. Non pas parce que ça me faisait peur, mais je me disais bon, voilà, 3 heures de film de télé, ça va être un peu naze. Effectivement, déjà visuellement, c'est pas terrible, et en plus là pour le coup, c'est un vrai film de propagande. Et en fait, en y réfléchissant, c'est vrai que c'est assez drôle, parce que c'est un film où dans ce film-là, qui raconte la guerre entre l'Espagne et les États-Unis, donc une prise d'une colline à Cuba, où Roosevelt, pas encore président, prend la tête d'un commandant de desperado pour aller reprendre une colline, reprendre un État. Ouais.
En fait, on ne voit pas l'ennemi. Et en fait, c'est assez amusant parce qu'en fait, on se rend compte que chez Milius, il y a quelque chose qui le fait échapper à toute forme de droitisation trop extrême. C'est qu'il a toujours représenté l'ennemi. Il lui a toujours donné des raisons. On sait toujours que voilà, Renoir disait voilà, c'est chacun ses raisons. Le cinéaste le plus démocratique, c'est celui qui donne raison à tous ses personnages, qui leur donne l'occasion de s'exprimer. Chez Milius, il y a toujours eu ça. Dans Rough Riders, il n'y a pas. Du coup, on tombe dans le film de propagande totale. C'est inouï. Hein. On a l'impression de voir Naissance d'une nation, fois 1000, c'est pourri. Et c'est vrai que c'est quelque chose, par contre, chez Milius, qu'on retrouve jusqu'à dans l'Aube rouge, hein, où même les généraux russes ou les généraux cubains disent, mais moi, je sais pas, j'ai toujours été du côté des dissidents. Là, je comprends pas. Je sais pas comment je peux me battre contre des dissidents. C'est des scènes très belles de ça. Même dans Conan, on a ça. Il y a jamais un personnage qui est sacrifié chez Milius. Ils ont toujours leur raison, même si on peut les estimer pourris, mais en tout cas, il y a une liberté ça laisse le choix de la liberté de penser pour le spectateur, ce qui fait que ça échappera toujours au fascisme dont on l'a souvent accusé. On va se quitter, il est temps. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci à Antonin. Vous pouvez écouter les deux parties de ces émissions sur le site de Canal B, bien évidemment. Merci à John Milius de nous avoir fait rêver pendant si longtemps. On va se quitter avec un dernier extrait de Conan le Barbare, la mort de Tulsadum, très importante évidemment. On se retrouve très bientôt pour une émission spéciale droitière, évidemment. C'est important sur Canal B. Merci à vous encore une fois. À très bientôt. Ciao. Chrome. Mon enfant, tu es venu à moi, mon fils. Car qui pourrait être ton père si ce n'est moi? Qui t'a donné la volonté de vivre? Je suis la montagne puissante où tu prends ta source. Quand je ne serai plus, tu n'auras jamais été. Imagine ce que serait ton monde sans moi. Mon fils. Mon fils.